L'odeur de la poularde rôtie et du romarin imprégnait chaque recoin de la salle à manger principale du domaine de Vérac en Champagne. Les murs de pierre centenaire soutenaient des portraits d'ancêtres qui semblaient m'observer avec mépris. 23 personnes occupaient leur place autour de la table en chêne massif, la même disposition que chaque troisième dimanche du mois depuis que je m'étais mariée avec Thibaut. « Amici, assieds-toi à ma droite », ordonna ma belle-mère Geneviève sans lever les yeux de son assiette en porcelaine. J'obéis comme je l'avais toujours fait pendant 5 ans de mariage et 3 ans de fiançailles. Mais ce soir-là, quelque chose de différent bouillonnait dans ma poitrine. Un calme étrange, la certitude que ce serait la dernière fois que je supporterais sa tyrannie. Mon mari m'effleura la main sous la table. Un geste mécanique sans chaleur. Les Vérac étaient une institution dans la région. Leur nom signifiait « terre, vignoble, prestigieux pouvoir ». Je n'étais qu'Amici Chapuis, fille d'un modeste comptable d'Angoulême qui avait réussi à étudier la finance à HEC Paris grâce à une bourse. J'avais construit ma carrière à partir de zéro et j'avais sauvé leur putain de domaine viticole quand ils étaient sur le point de tout perdre. « Mère, les ventes du 3e trimestre ont dépassé les prévisions », dit Thibaut, essayant de dévier la conversation vers un terrain sûr. Geneviève posa ses couverts sur la table avec un bruit sec. Le silence tomba comme une pierre sur les convives. Même les cousins éloignés, ceux qui n'apparaissaient que pour manger à l'œil, retinrent leur souffle. « Je n'ai pas terminé mon fils », prononça-t-elle chaque mot, comme si elle taillait la pierre. « Amici, ma chère, je dois te parler d'une affaire de famille. » Je levai la tête et la regardai droit dans les yeux. Elle avait 72 ans, mais son regard restait celui d'une louve prête à dévorer toute intruse. « Dites-le, Geneviève, Cyprien a besoin de tes parts. » Nous y voilà, la raison de tant de mois de tension voilée. Mon beau-frère, 34 ans, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Sa seule compétence était de dépenser l'argent du domaine et de lécher les bottes de sa mère. Les parts sont à moi. Monsieur Gauthier me les a léguées dans son testament après que j'ai restructuré l'entreprise quand vous étiez en faillite. Sans moi, cette famille vendrait des saucissons sur un marché. Un murmure parcourut la table. La cousine Olympe, blonde décolorée au sourire de plastique, échangea un regard complice avec Thibaut. Je savais tout sur eux. Je supportais depuis des mois leurs rencontres secrètes, les messages qu'il effaçait de son téléphone, les nuits où il rentrait tard en sentant son parfum bon marché. Comment oses-tu manquer de respect à ma mère ? Cyprien se leva, renversant un verre de vin rouge qui tacha la nappe en lin de Flandre. Tu n'es qu'une parvenue. Une arriviste qui s'est infiltrée dans notre famille pour nous voler. Assieds-toi, Cyprien, répondis-je sans m'altérer. Es-tu en train de te ridiculiser comme d'habitude ? Ou préfères-tu que j'explique devant tout le monde comment 50 000 € ont disparu du compte du domaine le mois dernier ? Son visage blêmit. Geneviève le remarqua aussi. Pendant un instant, je vis le doute dans ses yeux, mais l'arrogance l'emporta. « Amici, tu vas t'agenouiller et demander pardon à cette famille, » dit Geneviève en se levant lentement. « Tu vas promettre de céder les parts à Cyprien ou je jure devant Dieu que je te rendrai la vie impossible. Vous me la rendez déjà impossible depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cette maison. » La gifle résonna comme un coup de fouet. Sa bague en diamant m'écorcha la pommette gauche. Je sentis le goût métallique du sang sur mes lèvres. 23 personnes me regardaient. Certaines avec satisfaction, d'autres avec hypocrisie, aucune prête à intervenir. « Agenouille-toi », répéta Geneviève, la voix tremblante d'une rage contenue. « Agenouille-toi devant tout le monde et supplie. » Je me tournai vers Thibaut. J'attendis. J'avais besoin de voir s'il restait quelque chose de l'homme qui m'avait promis un amour éternel sous un cerisier en fleurs. Notre premier baisait nos promesses. Il baissa les yeux. Mon amour fait ce que maman dit. On en parlera après. On en parlera après, répétai-je incrédule. Tu viens de me voir. Amici, s'il te plaît. Je n'ai jamais vraiment su comment c'est arrivé. Peu, être était-ce la pression de 23 pères dieux, peu, être la peur ancestrale de sa mère. Toujours est-il que Thibaut s'est levé, a traversé la salle à manger en 3 enjambées et devant toute sa famille m'a giflé. Le coup fut si fort que je tombai à genoux. Je touchai ma joue. Du sang, beaucoup de sang.
Je levai les yeux et vis mon mari pâle tremblant la main encore tendue. « Obéis à ma mère », dit-il sans me regarder dans les yeux. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce ne fut pas de la douleur. Ce fut une libération. Je compris qu'il n'y avait rien à sauver. Cet homme ne m'avait jamais aimé. Je n'avais été qu'un instrument commode pour garder le contrôle de leur empire familial. Je me levai lentement, essuyai le sang avec le dos de ma main, pris mon sac sur le dossier de la chaise, attrapai ma veste en cachemire. « Je ne rate jamais ma cible », dis-je à voix basse en regardant Geneviève. « Et je vais tous vous prendre pour cible. » Je sortis de la salle à manger sans me presser. Je montai les escaliers en marbre, jusqu'à la chambre principale. J'ouvris le grand placard en acajou et sortis 3 valises samsonites. Je les remplis en 8 minutes chrono, documents importants, les bijoux hérités de ma grand-mère, mon passeport, quelques souvenirs de ma mère. Rien de ce que Thibaut m'avait donné, rien qui me liait à cette famille. Quand je descendis, les escaliers entraînant mes valises, toute la famille était réunie dans le vestibule. Geneviève présidait la scène depuis la dernière marche, telle une reine médiévale contemplant l'exécution d'une traîtresse. « Si tu franchis cette porte, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison », déclara-t-elle. « Je n'en ai pas l'intention », répondis-je sans m'arrêter. Je chargeai les valises dans le coffre de ma Peugeot 3008. Je démarrai le moteur en regardant leur silhouette déformée à travers les vitraux. Thibaut ne me regardait toujours pas. Olympe souriait. J'appuyais sur l'accélérateur. Pendant le trajet vers Paris, 45 minutes d'autoroute déserte, je passais en revue chacun de mes mouvements. Je me préparais à ce moment depuis des mois. Les preuves des infidélités de Thibaut étaient gardées dans un coffre-fort. Les rapports d'expertise des comptes occultes du domaine reposaient dans le bureau de mon avocat et le contrat avec le groupe chinois Yan Wines, mon chef-d'œuvre. Ma connexion personnelle était toujours en vigueur. Pour l'instant. J'arrivais à mon appartement dans le 8 arrondissement avenue Georges V au 7e étage. Un refuge que j'avais payé avec mon propre argent, fruit d'années de travail au domaine. Personne d'autre ne figurait sur l'acte de propriété. Je fermai la porte à double tour, mis la chaîne de sécurité. J'allumai mon ordinateur portable. Il était 23-27. J'ouvris ma messagerie professionnelle. Je localisai le fichier « Contrat de distribution exclusive, groupe Yan Wines, Vérac, 3 milliards d'euros sur 5 ans. L'opération la plus importante de l'histoire de l'entreprise. Mes négociations, mes contacts, mes efforts, après 6 mois de voyage à Shanghai, de dîners d'affaires de nuit blanche devant des tableurs. Je déplaçais le curseur vers le bouton d'annulation. Je me rappelais la gifle de Thibaut, le sourire d'Olympe, le regard triomphant de Geneviève. Je cliquais. Contrat de distribution exclusive annulé. Une notification sera envoyée à toutes les parties concernées. Ensuite, je me connectais à la plateforme bancaire de l'entreprise. J'annulais toutes les cartes conjointes. Je transférais ma part du patrimoine commun vers un nouveau compte à la BNP Paribas. Je bloquais l'accès de Thibaut aux comptes d'investissement internationaux. Il était 20-55. Mon téléphone vibra. Thibaut. J'ignorais l'appel. Il vibra de nouveau. Geneviève, puis Cyprien, puis le fixe du domaine. J'éteignis mon portable. Me servis un verre de pinot noir, de ma réserve privée, et m'assis devant la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, je respirais profondément. À 0,23, le téléphone fixe se mit à sonner. Je le laissai sonner. 15 secondes plus tard, l'interphone. « Madame Chapuis, pardonnez-moi l'heure, mais il y a un monsieur Vérac très agité ici. Il dit que c'est urgent qu'il doit vous parler. Dites-lui que je suis partie en voyage, que vous ne savez pas quand je reviendrai. » Mais madame, il insiste. Je n'y suis pour personne. S'il rappelle, prévenez la police. Et je raccrochais. 28 minutes après avoir annulé le contrat, ils avaient déjà commencé à compter les pertes. Je me penchais par la fenêtre. Une Mercedes noire était garée devant l'immeuble. Thibaut sortit de la voiture décoiffé sans veste, gesticulant frénétiquement en parlant au téléphone. «
Sa voix montait étouffée jusqu'à mon 7e étage. « Amitié descend, il faut qu'on parle. » Je ne répondis pas. Le téléphone fixe sonna à nouveau. Cette fois, je décrochai. « Amici, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Thibaut tremblait, comme je ne l'avais jamais entendue. « Je viens de recevoir un mail de Chine. Ils ont tout annulé, tout Amici. Ma mère est hystérique. Cyprien dit que le domaine va faire faillite. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu mal, Thibaut. Quoi? À la main. Quand tu m'as frappé, tu as eu mal. » Silence absolu à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre sa respiration haletante. « Amici, c'est très grave. Le contrat avec la Chine. Je suis grave, Thibaut. Plus grave que tu ne l'as jamais imaginé. Et ce n'est que le début. » Je raccrochais. Depuis la fenêtre, je le vis rester immobile au milieu du trottoir, le téléphone collé à l'oreille, la bouche ouverte. Il ressemblait à une statue de sel. J'éteignis toutes les lumières de l'appartement. Demain, j'appellerai mon avocat pour entamer le divorce. Après-demain, j'engagerai le meilleur détective privé de Paris pour obtenir des preuves définitives de son infidélité avec Olympe. En une semaine, tout serait prêt pour les détruire légalement et financièrement. Mais cette nuit, je voulais juste savourer leur panique. Le portable que j'avais rallumé vibrait sans cesse. Des messages WhatsApp de numéros inconnus de cousins qui ne m'appelaient jamais d'amis de la famille, qui se souvenaient soudain de mon existence. Tous demandaient la même chose: que s'était-il passé avec le contrat chinois. Je rangeai le téléphone dans le tiroir de ma table de chevet. Je m'allongeai sur le lit tout habillé, sans aucune envie de dormir. Ma joue me faisait mal, mais la douleur physique était insignifiante, comparée à la paix que je ressentais. J'avais vécu 5 ans dans une cage dorée, supportant les humiliations, les infidélités, le mépris. J'étais devenue la femme parfaite, qu'il voulait soumise, efficace, invisible. Mais la femme invisible venait de tirer les ficelles qui soutenaient leur empire, et il ne lui avait fallu que 28 minutes pour le faire s'effondrer. La lumière de l'aube filtrait à travers les persiennes quand l'interphone sonna pour la 10e fois en moins de 8 heures. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la main de Thibaut s'abattre sur ma joue, le silence complice de 23 personnes, le sourire d'Olympe. À 7h30, l'interphone retentit à nouveau. « Madame Chapuis, excusez-moi de vous déranger si tôt, mais il y a un taxi qui vous attend en bas. Le chauffeur dit qu'il a été appelé par Madame Geneviève Vérac pour vous chercher. Dites-lui que je n'ai commandé aucun taxi. Il y a aussi 2 voitures particulières garées devant l'entrée. Les messieurs Vérac sont à l'intérieur. » Je me levai aller dans la salle de bain et me regardai dans le miroir. Ma pommette gauche était enflée violacée. Ma lèvre fendue avait formé une croûte sombre. Ma lèvre fendue, je touchais la peau meurtrie et ressentis une brûlure qui me rappela pourquoi je faisais tout ça. Je pris une douche, m'habillai avec un tailleur bleu marine de chez Dior. Je maquillais soigneusement l'hématome. Je n'allais pas me cacher. J'allais me présenter au domaine comme chaque matin, mais cette fois avec une différence. J'étais propriétaire de 20% des parts et la seule personne à connaître les rouages financiers de l'entreprise. À 8x, je sortis de l'immeuble. 2 voitures étaient garées en bataille, la Mercedes noire de Thibaut et la BMW argentée de Cyprien. Ils étaient à l'intérieur, mais ne descendirent pas. Ils me regardèrent à travers les vitres teintées comme des prédateurs guettant leur proie. J'ignorais leur présence. Je marchais jusqu'à ma voiture, ouvris la porte et m'installai au volant. Avant de démarrer, je sortis mon téléphone et composai le numéro de mon avocat. « Maître Beaumont, c'est Amici. J'ai besoin que tu rédiges les papiers du divorce. Oui, aujourd'hui même. Et je veux que tu enquêtes sur tous les comptes offshore de la famille Vérac. Je soupçonne qu'ils détournent des fonds depuis des années. »« Es-tu sûr, Amici ?» demanda Fabrice avec sa voix posée d'avocat expérimenté. « Une fois que tu commences ça, il n'y a pas de retour en arrière. »« Il n'y a déjà plus de retour en arrière, Fabrice. Hier soir, on m'a frappé devant 23 personnes et c'est mon mari qui m'a frappé. » Silence à l'autre bout. Puis, un soupir. « Je commence aujourd'hui. Je te tiens informé. » J'arrivai au domaine à 8h30.
Le bâtiment principal, une construction du XVIIe siècle, avec une façade en pierre et des portes en chêne massif, semblait calme. Mais en entrant, je découvris un spectacle dantesque. 3 employés chinois du groupe Yan Wines étaient assis dans la salle de réunion, leurs valises à leurs pieds, attendant des explications. Le directeur commercial, un homme nommé Bastien qui avait travaillé avec moi pendant des mois pour conclure l'accord, courait dans tous les sens. Des papiers à la main. « Amici !» s'exclama-t-il en me voyant. « Que s'est-il passé ? Je viens de recevoir un mail à 6h du matin, disant que le contrat est annulé. 3 milliards d'euros. J'ai appelé Thibault 20 fois, et il ne me répond pas. » Du calme, Bastien. Je m'en occupe. Je me dirigeais vers la salle de réunion. Je saluais les représentants chinois en mandarin, un détail qui impressionnait toujours Geneviève, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Et je leur expliquais que l'annulation était due à une restructuration interne de l'entreprise. « Madame Chapuis, » dit le représentant principal, Monsieur Sangwei, « nous vous faisons confiance. Vous nous aviez promis qualité et respect des engagements. C'est très grave pour notre relation commerciale. Je le sais, Monsieur Sangwei, et je vous promets de résoudre cette situation. Donnez-moi 48 heures. » Je sortis de la salle et me dirigeai vers le bureau de Thibault. La porte était fermée. Je l'ouvris sans frapper. Il était là, assis derrière son bureau, en acajou, la tête entre les mains. À ses côtés, Olympe, ma cousine par alliance, avec une main sur son épaule, dans un geste bien trop intime pour être professionnel. « Je dérange ?» demandai-je, avec sarcasme. Thibault releva la tête. Il avait les yeux rougis, la chemise froissée, les cheveux en bataille. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. « Amici, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis venu récupérer mes affaires personnelles dans ce bureau. Amici, s'il te plaît. » Olympe essaya de s'interposer. « Je comprends que tu sois en colère, mais c'est une affaire de famille. Toi, tais-toi. » La coupai-je, sans la regarder. « Ou préfères-tu que j'explique devant tout le monde ce que tu faisais avec mon mari à l'hôtel de Crillon les jeudis après-midi ?» Olympe resta muette. Thibault pâlit encore plus. « Comment tu le sais ?» demanda-t-il dans un murmure. « Je sais tout, Thibault. Je le sais depuis des mois. J'ai engagé un détective quand j'ai commencé à remarquer que tu rentrais tard avec un autre parfum. J'ai des photos, j'ai les factures de l'hôtel, j'ai les messages WhatsApp que tu effaçais de ton téléphone, mais qui restaient sauvegardés sur le cloud. Amici, je peux t'expliquer. » Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que tu signes les papiers du divorce. Mon avocat te les enverra cet après-midi. Je sortis du bureau, tandis qu'il hurlait mon nom. Je descendis les escaliers et tombai sur Geneviève dans le vestibule. Elle portait un tailleur gris perle impeccable, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Mais ses yeux trahissaient une fureur contenue. « Amici, il faut qu'on parle. Tout le monde veut me parler aujourd'hui. Quelle popularité soudaine. Je ne te permets pas de me manquer d'eux. Vous avez permis à votre fils de me frapper devant 23 personnes. Alors, avec tout mon respect, Geneviève ne me parlait pas de permission. Son visage se tordit en une grimace de haine pure. « Tu vas ruiner cette famille. Tu détruiras l'héritage de mon défunt mari. Non, Geneviève, vous et votre fils étiez déjà en train de le détruire tout seul. Je n'ai fait qu'accélérer le processus. » Je quittais le domaine en sentant leurs regards plantés dans mon dos. Je montais dans ma voiture et roulais jusqu'au centre de Paris. J'avais rendez-vous avec Fabrice à 10h. Le cabinet de maître Fabrice Beaumont se trouvait sur le boulevard Haussmann, dans un immeuble élégant de type haussmannien. Je montais au 3e étage et sa secrétaire me fit entrer immédiatement. Fabrice était un homme de 50 ans, grisonnant avec des lunettes à monture noire et une expression sérieuse qui changeait rarement. Il était l'avocat de mon père depuis des années, et quand j'en avais eu besoin d'un, pour moi je n'avais pas hésité à l'engager. « Amici, assieds-toi, raconte-moi tout !» Je lui expliquai ce qui s'était passé la veille sans omettre le moindre détail. Je lui montrai l'hématome sur ma joue. Je lui remis un dossier contenant les preuves des infidélités de Thibault et les rapports financiers que j'avais rassemblés en secret. Fabrice examina les documents en silence pendant plusieurs minutes. De temps en temps, il haussait un sourcil, mais ne disait rien. Finalement, il ferma le dossier et me regarda.
Tu as un dossier solide. Infidélité prouvée, agression physique, avec témoin manipulation financière. Nous pouvons demander un divorce pour faute et réclamer une prestation compensatoire substantielle. Je ne veux pas de son argent, Fabrice. Je veux sa part du domaine. Je veux les 20% que j'ai déjà plus les 30% que possède Thibault. Je veux être l'actionnaire majoritaire. Ce sera compliqué. Il ne cédera pas volontairement. Alors fais en sorte qu'il n'ait pas le choix. Enquête sur les comptes offshore dont j'ai parlé. Je suis sûre que Geneviève dissimule des revenus depuis des années. Si nous trouvons des preuves de fraude fiscale, nous pourrons faire pression sur eux. Fabrice hocha lentement la tête. Je le ferai, mais j'ai besoin de temps. Nous n'avons pas de temps. Ce matin même, j'ai vu les représentants chinois au domaine. Si je ne résous pas la situation du contrat dans 48 heures, nous perdrons définitivement l'occasion de le récupérer. Et tu veux le récupérer? Je souris, je veux avoir le contrôle pour décider si je le récupère ou non. Je sortis du bureau de Fabrice avec un sentiment de pouvoir que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pendant trop longtemps, j'avais été l'épouse soumise, la belle-fille obéissante, la femme invisible, qui travaillait dans l'ombre pendant que d'autres récoltaient les lauriers. C'était terminé. À midi, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Je décrochai. « Madame Amici Chapuis. » Une voix masculine polie. « Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Lemaire de la Direction générale des finances publiques. Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant de possibles irrégularités fiscales au sein du domaine Vérac. J'aimerais convenir d'un rendez-vous avec vous, puisque vous figurez comme actionnaire de l'entreprise. » Je réprimai un sourire. « Bien sûr, inspecteur. Vous pouvez passer à mon bureau cet après-midi. Je vous fournirai tous les documents dont vous avez besoin. » Je raccrochai et regardai mon téléphone. La dénonciation anonyme n'existait pas. Je venais de l'inventer. Mais dans 48 heures, une fois que Fabrice aurait trouvé les vraies preuves, le fisc recevrait une dénonciation bien réelle. Le jeu ne faisait que commencer. Le téléphone ne cessait de vibrer sur la table de mon appartement. Il était 14h et j'avais reçu 47 appels en absence au cours des 3 dernières heures. Thibault, Cyprien, Geneviève, des numéros que je ne reconnaissais pas. Tous voulaient quelque chose de moi. Je répondis aux 48 appels sans regarder l'écran. « Allô ?»« Amici, c'est ton père. » La voix de Roland Chapuis semblait inquiète, ce qui était inhabituel chez lui. Mon père était un homme de peu de mots et de longs silences. Depuis la mort de ma mère, il y a 10 ans, il vivait seul à Angoulême, consacré à sa retraite et à ses rosiers. « Papa, comment vas-tu? Oublie comment je vais. Je viens de recevoir un appel de Geneviève Vérac. Elle est hystérique. Elle m'a dit que tu avais annulé un contrat faramineux et que tu détruisais la famille. Je ne détruis rien, papa. Je me protège, c'est tout. Te protéger, ma fille. Dis-moi ce qui s'est passé hier soir. La vérité. » Je lui racontai tout. Les mots sortirent comme un torrent contenu depuis trop longtemps. La menace de Geneviève, l'humiliation publique, la main de Thibault, s'abattant sur mon visage. Le silence de 23 personnes qui avaient préféré détourner le regard. Quand j'eus terminé, mon père garda le silence pendant de longues secondes. Puis d'une voix que je reconnus à peine, il dit « Où est ce fils de pute maintenant ?»« Je ne sais pas. Au domaine probablement. »« Papa, ne fais rien. Je ne vais rien faire, ma fille. Tu t'en occupes déjà très bien. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je vais mieux que jamais. C'est ma fille. » Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Amici, dis-moi, détruis-les. Il raccrochait. Mon père, l'homme pacifique qui n'avait jamais élevé la voix de sa vie, venait de me donner sa bénédiction pour la guerre. À 15h, l'interphone sonna. C'était Fabrice. Amici descend. Il faut qu'on se parle d'urgence. Je descendis et le trouvai adossé à sa voiture, une pochette bleue entre les mains. Son expression était sérieuse, mais il y avait une lueur de satisfaction dans ses yeux. « Montons chez toi. Ça ne peut pas attendre. » Une fois dans le salon, Fabrice étala plusieurs documents sur la table basse. « J'ai trouvé quelque chose qui change tout.
Les comptes offshore dont tu parlais existent. Mais ce n'est pas tout, j'ai découvert, que Geneviève transfère de l'argent sur un compte en Suisse depuis 15 ans, chez UBS, des sommes qui s'élèvent à plus de 2 millions d'euros. 2 millions, répétai-je incrédule. Et il y a pire. Ce compte est au nom d'une société écran panaméenne dont le bénéficiaire final est Cyprien, mon beau-frère. L'incapable de Cyprien, celui qui n'avait jamais travaillé, celui qui avait besoin de mes parts pour accéder au conseil d'administration. Geneviève savait, c'est Geneviève qui a créé le compte. Elle a elle-même signé les documents d'ouverture en 2009. J'ai des copies de tout. Je fouillais dans ma mémoire. 2009. Monsieur Gauthier vivait encore. C'était l'année où le domaine avait failli faire faillite. L'année où j'avais commencé à y travailler fraîchement diplômée, l'année où j'avais rencontré Thibault. Pendant que l'entreprise coulait, il la pillait, dis-je à voix haute, assimilant l'information. Et en plus, il voulait mes parts pour continuer à voler. Exactement. Et j'ai autre chose. Tu te souviens de l'accident de Gauthier en 2012? Bien sûr. Il est tombé dans les escaliers de la propriété. Les médecins ont conclu à un accident tragique. Ce n'était pas un accident amici. J'ai parlé avec l'ancien régisseur, un certain Gilles, qui a travaillé pour les Vérac pendant 30 ans. Il m'a raconté que la veille de sa mort, Gauthier a menacé de déshériter Geneviève et Cyprien. Il avait découvert quelque chose, il ne savait pas quoi, mais il allait modifier son testament le lendemain. Un frisson parcourut mon dos. « Qu'es-tu en train de dire ?»« Je ne dis rien, je te rapporte seulement ce que m'a dit Gilles. Il affirme que les escaliers étaient mouillés cette nuit-là, que quelqu'un les avait nettoyés juste avant que Gauthier ne monte dans sa chambre. Assez étrange, sachant que la femme de chambre nettoyait toujours le matin. Envey, je me levai et marchai vers la fenêtre. Les lumières de Paris commençaient à s'allumer. Je me souvenais de Gauthier, un homme bon, qui m'avait traité comme une fille dès le premier jour. Il m'avait tout appris sur le vin, sur les affaires, sur la vie. C'était lui qui m'avait offert ses parts, bravant la volonté de sa femme. Qu'est-ce que je fais de cette information, Fabrice? Ça dépend de ce que tu veux obtenir. Si tu veux seulement le divorce et la moitié du domaine, les preuves d'infidélité suffisent. Mais si tu veux les détruire complètement, je veux les détruire. Fabrice hocha la tête comme s'il avait attendu cette réponse. Alors, nous devons agir avec prudence. Cette information, c'est de la dynamite. Si on s'en sert mal, elle peut nous exploser à la figure. Il nous faut plus de preuves des témoignages des documents originaux. Trouve-moi tout ce dont tu as besoin. J'aurai besoin de temps et d'argent. J'ai les deux. À 18, mon portable sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais cette fois, je répondis. Madame Chapuis, c'est Sangway, du groupe Yan Wines. Monsieur Sangway, bonsoir. Comment puis-je vous aider? J'ai réfléchi à notre conversation de ce matin et j'ai pris une décision. Mon cœur se mit à battre la chamade. C'était le moment clé. Nous sommes disposés à renégocier le contrat, mais à une condition. Dites-moi, nous voulons traiter directement avec vous, pas avec le domaine Vérac en tant qu'entreprise, mais avec vous en tant qu'associée indépendante. Nous sommes prêts à créer une co-entreprise avec vous à sa tête. Je retins mon souffle. C'était plus que ce que j'avais espéré. Monsieur Sangway, je suis flattée par votre proposition, mais j'ai besoin de temps pour l'évaluer. Vous avez 24 heures, Madame Chapuis. Demain, à cette heure-ci, si je n'ai pas votre réponse, l'offre expire. Il raccrocha. Je restais à fixer le téléphone, assimilant ce qui venait de se passer. Les Chinois voulaient travailler avec moi, pas avec les Vérac. Ils m'offraient une porte de sortie, une occasion de construire quelque chose à moi. Mais cela signifiait aussi trahir le domaine, les employés, les fournisseurs qui en dépendaient. Cela signifiait brûler tous les ponts. Je pris le téléphone et composai le numéro de Fabrice. « Fabrice, j'ai besoin que tu m'obtiennes un rendez-vous avec le notaire de Gauthier, celui qui a rédigé son testament. Demain matin, pourquoi faire? Pour savoir ce qu'il a exactement découvert avant de mourir. » Je raccrochais et regardais l'heure. 18h20. Il restait encore de nombreuses heures. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Thibault. Je répondis. « Qu'est-ce que tu veux, Thibault ? S'il te plaît, Amici, il faut qu'on parle.
Je suis en bas de ton immeuble. Descends 5 minutes. Je t'en supplie. Non, maman est à l'hôpital. Elle a fait un infarctus. Le monde s'arrêta 1 seconde, mais seulement 1 seconde. Et tu t'attends à ce que ça m'importe. Amici, c'est ta belle-mère, la mère de ton mari. Hier soir, quand tu m'as frappé, elle a cessé d'être ma belle-mère et tu as cessé d'être mon mari. Amici, si maman meurt. Si elle meurt, qu'on l'enterre avec ses comptes suisses, elle a sûrement les moyens de se payer des funérailles de première classe. Silence absolu, à l'autre bout du fil. 2. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Thibaut tremblait. Tu crois que je ne sais pas tout, Thibaut? Tu me prends pour une idiote. Ça fait des années que je vous vois voler l'entreprise, cacher l'argent, tromper votre propre père. Amici, c'est faux. Non. Alors, explique-moi. Pourquoi il y a un compte en Suisse au nom de Cyprien avec 2 millions d'euros? Explique-moi pourquoi Geneviève a signé les papiers d'ouverture en 2009. Explique-moi pourquoi Gauthier allait changer son testament le lendemain de son accident. La respiration de Thibaut devint saccadée. Comment sais-tu pour l'accident? Je sais beaucoup de choses, Thibaut, et je vais en savoir plus. J'ai engagé un détective pour enquêter sur la mort de ton père, pour découvrir si c'était vraiment un accident ou si quelqu'un l'y a aidé. Amici, tu ne peux pas faire ça. C'était un accident. Les médecins l'ont dit. Les médecins ont dit ce que vous avez payé pour qu'ils disent. Amici, par pitié, ma mère est à l'hôpital. Tu n'as pas de cœur. Ta mère aurait dû y penser avant d'élever un fils capable de frapper sa femme devant 23 personnes. Je raccrochais. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais d'adrénaline. J'avais franchi une ligne de non-retour. J'avais accusé ma propre belle-mère d'être impliquée dans la mort de son mari. Mais au fond, une partie de moi savait que j'avais raison. Le téléphone sonna encore. Cyprien. Je répondis. Qu'est-ce que tu veux, Cyprien? Salope, tu n'es qu'une putain de salope. Tu as provoqué l'infarctus de ma mère. Si elle meurt, je te jure que... Que quoi, tu vas me frapper comme ton frère l'a fait? Ou tu préféreras me pousser dans les escaliers comme tu l'as fait avec ton père? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il finalement, mais sa voix avait perdu toute assurance. Bien sûr que si tu le sais, Cyprien. Et bientôt, tout le monde le saura. Je raccrochais. Je fixais mon téléphone, sentant le poids de ce que je venais de faire. J'avais planté une graine de doute, de peur, de paranoïa. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'elle germe. À 20h01, je reçus un message de Fabrice. Rendez-vous avec le notaire demain, à 10, avenue de l'Opéra. Apporte tout ce que tu as. Je répondis par un simple « j'y serai ». Je me préparais ensuite un dîner léger. Je n'avais pas faim, mais je devais garder des forces. La bataille ne faisait que commencer. Pendant que je mangeais, le téléphone fixe sonna. C'était l'hôpital. Madame Amici. Chapuis. Je suis le docteur Chardreau de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vous appelle pour vous informer que votre belle-mère, Madame Geneviève Vérac, a subi un infarctus aigu du myocarde. Elle est stable, mais reste en soins intensifs. Merci, docteur. Tenez-moi au courant. Vous ne venez pas lui rendre visite. Non, docteur. Je n'irai pas la voir. Je raccrochais, avant qu'il ne puisse répondre. Je regardais l'heure. 20h15. Il restait 12 heures avant mon rendez-vous avec le notaire. 12 heures pour découvrir la vérité sur la mort de Gauthier. 12 heures pour changer ma vie à jamais. J'éteignis les lumières du salon et m'assis dans l'obscurité, regardant les lumières de Paris. Quelque part dans cette ville, Thibaut pleurait la maladie de sa mère. Quelque part, Cyprien tremblait de peur à l'idée que ses crimes soient révélés. Et moi, Amici Chapuis, la femme qu'ils avaient humiliée, frappée et trahie, j'attendais patiemment mon heure, l'heure d'encaisser tout ce qu'ils me devaient. À 9h30, le lendemain matin, j'étais assise dans la salle d'attente du notaire, Maître Lemaître, le même homme qui avait rédigé le testament de Gauthier Vérac 8 ans auparavant. La secrétaire m'offrit un café que je refusais. J'avais les nerfs si tendus que je risquais de le rendre. À 10 tapantes, la porte du bureau s'ouvrit. « Madame Chapuis, entrez. »
Le notaire était un homme d'environ 70 ans, aux cheveux blancs et aux lunettes à monture dorée, qui lui donnait l'air d'un sage à la retraite. Il me serra fermement la main et m'indiqua de m'asseoir. « Votre avocat, Maître Beaumont, m'a mis au courant de la situation. Il dit que vous avez des questions sur le testament de Monsieur Gauthier. C'est exact. J'ai besoin de savoir si Gauthier a apporté des modifications à son testament avant de mourir. » Le notaire garda le silence comme s'il pesait ses mots. Légalement, je ne peux pas révéler d'informations confidentielles sur un client décédé sans une ordonnance d'un juge. Mais Gauthier était mon ami. Nous nous connaissions depuis l'enfance et je sais que vous étiez la seule personne de cette famille en qui il avait vraiment confiance. Il sortit un dossier de son tiroir et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents jaunis. La veille de sa mort, Gauthier m'a appelé. Il était près de 23h. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose de grave, quelque chose qui changerait l'avenir du domaine à jamais. Il m'a demandé de venir à la propriété le lendemain pour rédiger un nouveau testament. Et qu'avait-il découvert? Il ne me l'a pas dit. Il a seulement répété plusieurs fois. Ils m'ont volé. Mon propre sang m'a volé pendant des années. Il avait l'air dévasté à Missy. Il avait passé sa vie à construire cet empire pour sa famille et découvrir que sa propre femme et ses fils le trahissaient. Et vous êtes allé au domaine le lendemain. Le notaire secoua la tête, les yeux embués. Quand je suis arrivé, il était déjà trop tard. La maison grouillait d'ambulances de policiers. Gauthier était tombé dans les escaliers. Le médecin a dit que c'était un accident qu'il avait sûrement trébuché sur le tapis. Et vous y avez cru? Non, mais je n'avais aucune preuve pour démontrer le contraire. La famille a fait appel à un médecin privé qui a certifié l'accident. L'affaire a été classée en quelques jours. Je sortis de mon sac les photographies que Fabrice m'avait données. C'étaient des images des escaliers du domaine prises quelques jours après la mort de Gauthier. On y voyait clairement que le tapis était enroulé et non étendu. « Regardez ça », dis-je en posant les photos sur le bureau. Le tapis était enroulé. Si Gauthier avait trébuché dessus, il aurait été étalé. Quelqu'un l'a enroulé après sa chute. Le notaire examina les photographies avec attention. Son expression s'assombrit. « C'est très grave. Avez-vous d'autres preuves ? » « Pas encore, mais j'y travaille et j'ai besoin de votre aide. Dites-moi de quoi vous avez besoin. J'ai besoin du testament original de Gauthier, celui qu'il allait modifier. Je dois savoir s'il y a une clause que je peux utiliser pour évincer Geneviève et ses fils du contrôle du domaine. » Le notaire hésita. C'était un homme de loi, et ce que je lui demandais frôlait les limites de l'éthique professionnelle. Si je fais ça, je pourrais perdre mon office. Et si vous ne le faites pas, les assassins de votre ami continueront de profiter de sa fortune. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Le notaire soupira profondément, se leva et marcha vers un coffre-fort encastré dans le mur. Il composa une combinaison, ouvrit la porte et en sortit une enveloppe scellée. Ceci est le testament holographe que Gauthier s'apprêtait à me remettre le lendemain de sa mort. Il ne l'avait pas encore signé. Et paraphé, selon les formes exigées, il n'a donc aucune valeur légale. Mais il peut vous donner une idée de ses intentions. Il brisa le sceau et en sortit plusieurs feuillets manuscrits. Il me les tendit d'une main tremblante. Je lus le document en silence. Chaque mot était une bombe. Je sous-signai Gauthier Vérac, saint de corps et d'esprit. Déclare que mon épouse Geneviève Vérac et mes fils Thibaut et Cyprien Vérac se sont rendus coupables de déloyauté et de détournement de fonds au préjudice du domaine. Vérac. Par la présente, je révoque tout droit de succession qu'il pourrait avoir sur mes biens et je nomme comme légataire universel Amici Chapuis pour être la seule personne ayant fait preuve de loyauté et d'amour envers cette entreprise. Les lettres dansaient devant mes yeux. Gauthier m'avait nommé légataire universel. Il m'avait tout laissé, le domaine, les propriétés, l'argent, tout. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» demandai-je la voix brisée. « Parce que légalement ce document n'existe pas. Et si j'avais révélé son existence, les Vérac m'auraient poursuivi et détruit. Mais maintenant que vous enquêtez sur la mort de Gauthier, je crois que vous avez le droit de savoir la vérité. » Je rangeai le document dans mon sac d'une main tremblante. « C'est plus que ce que j'espérais. Soyez prudente, Amici. Les Vérac sont dangereux. S'ils découvrent que vous avez ça, ils ne le découvriront pas. »
Je sortis de l'étude du notaire, le cœur battant à tout rompre. J'avais en ma possession la preuve que Gauthier voulait déshériter sa famille et les soupçons qu'on l'avait tué pour l'en empêcher. Mais il m'en fallait plus. Il me fallait des preuves concrètes de l'assassinat. Je composais le numéro de Fabrice. Fabrice, j'ai le testament. Gauthier m'a nommé légataire universel. Quoi? La voix de Fabrice semblait incrédule. C'est légal. Non parce qu'il n'a jamais pu le signer formellement devant lui, mais c'est suffisant pour faire pression sur les Vérac. Donne-moi autre chose, Fabrice. Donne-moi de quoi les achever. J'y travaille. Le détective a localisé l'ancien régisseur Gilles. Il vit dans une maison de retraite à Fontainebleau. Il dit qu'il est prêt à parler. J'y vais tout de suite. Amici, fais attention. Si les Vérac apprennent que tu mènes l'enquête, qu'ils l'apprennent. Je n'ai plus rien à perdre. Je raccrochai et me dirigeai vers ma voiture. Fontainebleau était à environ 1 heure de route. Suffisamment de temps pour penser à ma stratégie. Pendant le trajet, le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Madame Chapuis, c'est le docteur Chardreau. Je voulais vous informer que Madame Geneviève s'est réveillée. Elle demande après vous. Dites-lui que je suis occupée. Elle insiste pour vous voir. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous dire. Je fronçai les sourcils. Que pouvait bien vouloir Geneviève, me demander pardon, me menacer, ou peut être se confesser. Je serai à l'hôpital cet après-midi. J'arrivai à Fontainebleau vers 12h30. La maison de retraite était une vieille bâtisse en pierre avec un jardin mal entretenu. Je demandai Gilles à l'accueil et on m'indiqua la cour arrière. Je le trouvai assis sur un banc en bois, fixant un rosier sec. Il avait 80 ans peu, être plus, et son corps voûté trahissait une vie de dur labeur. Gilles leva les yeux. Ses petits yeux étaient astucieux malgré l'âge. Vous devez être Madame Amici. Le détective m'avait dit que vous viendriez. Je m'assis à côté de lui. J'ai besoin que vous me racontiez ce que vous savez sur la mort de Gauthier. Gilles garda le silence un long moment. Puis, il soupira. J'ai travaillé pour les Vérac pendant 30 ans. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, des choses qui m'ont fait me taire par peur. Qu'avez-vous vu la nuit où Gauthier est mort? J'étais dans la cuisine, je dînais. Il était presque 23h. J'ai entendu des voix en haut. Gauthier et Madame Geneviève se disputaient. Ils criaient quelque chose à propos de vol et de trahison. Ensuite, j'ai entendu un coup, un bruit sourd, et après, le silence. Avez-vous entendu autre chose? Des pas rapides descendant les escaliers. Et puis la voix de Cyprien disant « Maman, qu'est-ce qu'on a fait ?» Mon cœur s'arrêta. Vous êtes sûr que c'était Cyprien? Absolument. Je connais sa voix depuis qu'il est enfant. Et ensuite, j'ai vu Madame Geneviève sortir dans le jardin avec le téléphone à la main. Elle a appelé quelqu'un et a dit « C'est un accident. Il a trébuché sur le tapis. » Et vous n'avez rien signalé? Gilles baissa la tête. J'avais peur. Madame Geneviève m'a menacée. Elle a dit que si je parlais, elle me jetterait à la rue sans un sou. Et j'étais déjà vieux, je n'avais nulle part où aller. Alors, je me suis tue. Et pourquoi décidez-vous de parler aujourd'hui? Parce que j'ai appris ce qu'ils vous ont fait, la gifle, l'humiliation, et j'ai compris que vous étiez la seule personne que Gauthier aimait vraiment. Vous méritez de savoir la vérité. Je sortis un dictaphone de ma poche. Seriez-vous prêt à répéter tout ça devant un juge? Gilles hésita puis hocha la tête. À mon âge, je n'ai plus peur. Qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent. J'enregistrai son témoignage pendant 40 minutes. Chaque mot était un clou dans le cercueil des Vérac. Quand je terminai, je le remerciai et lui promis que je veillerais à sa sécurité. De retour vers Paris, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Thibaut Cyprien des numéros inconnus. Tous voulaient savoir où j'étais. J'ignorais tous les appels. À Sège, j'arrivais à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'infirmière du service de cardiologie m'indiqua la chambre de Geneviève. Avant d'entrer, je pris une grande inspiration. La chambre était privée. Geneviève était allongée reliée à des moniteurs et des tubes. Son visage était pâle et macié, mais ses yeux conservaient cet éclat d'acier que je détestais tant. « Tu es venu, dit-elle, d'une voix faible.
mais defiante. Dar, 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 eh. Le médecin a dit que vous vouliez me voir. Assieds-toi. Je préfère rester debout. Geneviève eut un sourire amer. Tu as toujours été têtue, comme Gauthier. Ne me comparez pas à votre défunt mari. Je ne suis pas comme lui. Moi, je ne me laisse pas tuer. Le visage de Geneviève se crispa. Que sous-entends-tu? Je ne sous-entends rien. J'affirme. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, Geneviève. Je sais que vous et Cyprien avez poussé Gauthier dans les escaliers. Et j'en ai les preuves. Tu mens. Ah oui? Alors pourquoi l'ancien régisseur Gilles est-il prêt à témoigner qu'il a entendu Cyprien dire « Maman, qu'est-ce qu'on a fait juste après la chute ?» Les couleurs abandonnèrent complètement le visage de Geneviève. Les moniteurs se mirent à biper plus rapidement. Ce vieux est sénile, personne ne le croira. Et que dites-vous de ça? Je sortis de mon sac une copie du testament de Gauthier et la lui montrai, ses yeux s'écarquillèrent. Où as-tu eu ça? Le notaire me l'a donné. Gauthier voulait tous vous déshériter. Il m'a nommé seul légataire universel. Vous le saviez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'avez tué. C'était un accident, hurla Geneviève en se redressant dans son lit. Je ne voulais pas qu'il meure, je voulais seulement qu'il change d'avis. Nous nous sommes disputés. Il a glissé. Et Cyprien, il a glissé. Lui aussi. Geneviève fondit en larmes. Pour la première fois en 8 ans, je vis la femme de fer s'effondrer. Cyprien voulait seulement protéger sa mère. Quand il a vu son père au sol, il a paniqué. Il a dit que nous l'avions tué. J'ai dû le calmer. Lui dire que c'était un accident. Vous avez tué votre mari, puis vous avez fait passer ça pour un accident pour garder son argent. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je te jure que ça ne s'est pas passé comme ça. Ne me jurez rien, Geneviève, vos serments ne valent rien. Je rangeai le testament dans mon sac et me dirigeai vers la porte. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle terrifiée. « Ce que Gauthier voulait que je fasse. Je vais détruire tout ce que vous avez construit sur son cadavre. » Je sortis de la chambre, alors que les alarmes des moniteurs se déclenchaient et que les infirmières accouraient. Dans le couloir, je croisai Thibaut. Il arrivait en courant les cheveux en bataille, les yeux rouges. « Amici, qu'as-tu fait à ma mère? Les infirmières disent qu'elle est hystérique. Je lui ai simplement dit la vérité. Quelque chose que tu aurais dû faire il y a bien longtemps. Quelle vérité? Que ton père n'est pas mort dans un accident, que ta mère et ton frère l'ont tué. » Thibaut resta pétrifié. Son visage passa de l'incompréhension à l'horreur en l'espace d'une seconde. « Ce n'est pas vrai, ma mère n'a jamais. » Demande-lui. « Où à Cyprien? Où à Gilles le régisseur qui a tout vu ?» Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'ascenseur. « Amici, attends !» cria Thibaut derrière moi. Je ne m'arrêtai pas. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, je vis sa silhouette reflétée sur le métal. Il ressemblait à un homme dont le monde venait de s'écrouler, et il avait raison. Son monde s'écroulait, et j'étais le séisme. L'ascenseur descendait lentement, tandis que mon cœur battait la chamade. Je venais de planter la graine du doute dans l'esprit de Thibaut. Maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre. Je sortis de l'hôpital et marchai vers le parking. L'air frais de Paris m'aida à m'éclaircir les idées. Mais avant d'atteindre ma voiture, j'entendis des pas précipités. « Amici, attends. » Je me retournai. Thibaut m'avait suivi. « Tu dois m'expliquer ce que tu as dit. Tu ne peux pas partir comme ça. »« Je n'ai rien à t'expliquer, » demanda ta mère. Ma mère est sous sédatif. Les médecins ont dû lui administrer un calmant car elle ne s'arrêtait pas de pleurer.
Dis-moi, que lui as-tu dit? Je le regardais fixement. L'espace d'un instant, je revis l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais cette image s'évanouit rapidement, remplacée par celle de l'homme qui m'avait giflé devant 23 personnes. Si tu veux savoir la vérité, accompagne-moi. On va faire un tour. Thibaut hésita, puis accepta. Nous marchâmes jusqu'à un petit parc près de l'hôpital. Nous nous assîmes sur un banc face à une fontaine. « Parle, dit-il d'une voix tendue. Ton père n'est pas mort dans un accident, Thibaut. Ta mère et ton frère l'ont tué. C'est une folie. Ma mère aime mon père. Elle l'a toujours aimé. Aimer, tu appelles ça de l'amour, le voler pendant des années. Le tuer quand il a découvert la vérité. » Je sortis mon téléphone et lançai l'enregistrement de Gilles. La voix du vieux régisseur résonna dans le silence du parc. Quand l'enregistrement se termina, Thibaut avait le visage décomposé. « Ça ne prouve rien. Gilles est un vieux sénile. » « Alors pourquoi ta mère vient-elle de m'avouer qu'elle s'est disputée avec ton père cette nuit-là? Pourquoi a-t-elle dit qu'il a glissé pendant qu'il se battait? Et pourquoi a-t-elle dit que Cyprien était arrivé après et avait paniqué? » Thibaut se leva du banc et commença à faire les 100 pas en se passant les mains dans les cheveux. « Ce n'est pas possible. Ma mère n'est pas capable de. Ta mère est capable de tout pour garder le contrôle du domaine. Tout comme tu es capable de me frapper devant ta famille pour lui plaire. » Il s'arrêta net et me regarda les yeux pleins de larmes. « Je suis désolé, Amici. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû le faire. C'était un moment de faiblesse. Ma mère m'a mis la pression. Tout le monde me regardait. J'ai senti que tu devais choisir entre ta mère et moi. Eh bien, tu as choisi et tu as perdu. Amici, je t'en prie. Donne-moi une chance. On peut arranger les choses. On peut aller en thérapie. Il n'y a rien à arranger, Thibaut. Notre mariage s'est terminé au moment où ta main a frappé mon visage. Et maintenant, je sais que ta famille a les mains couvertes de sang. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. » Je me levai pour partir, mais il m'attrapa par le bras. « Attends, si ce que tu dis est vrai, que comptes-tu faire? Je vais les traduire en justice. Et je vais garder le domaine. Ton père m'a nommé légataire universel. Avec ce document et le témoignage de Gilles, je peux prouver que ta mère et ton frère sont des assassins. » Thibaut lâcha mon bras comme s'il avait touché du feu. « Si tu fais ça, tu détruiras ma famille. Ta famille s'est détruite toute seule. Je ne vais que certifier son décès. » Je fis demi-tour et marchai vers la voiture. Cette fois, Thibaut ne me suivit pas. De retour à mon appartement, une surprise m'attendait. Cyprien était assis sur les marches du hall, fumant cigarette sur cigarette. « Enfin tu arrives, » dit-il en se levant. « Que veux-tu, Cyprien? Parlez comme des adultes. Je ne suis pas venu te menacer. Je suis venu te proposer un marché. » Ça me surprit. Cyprien n'était pas du genre à négocier. « Monte, » dis-je, en ouvrant la porte. Dans l'appartement, Cyprien accepta un verre d'eau. Ses mains tremblaient. « Maman m'a raconté ce qui s'est passé à l'hôpital. Elle dit que tu sais pour papa. J'en sais assez. » Écoute, Amici, ce qui s'est passé cette nuit-là était un accident, un putain d'accident. Maman et papa se disputaient, il a glissé, et j'ai paniqué. Maman a dit que le mieux était de feindre l'accident, que si nous disions la vérité, nous irions en prison. Et tu trouves ça normal d'avoir laissé ton père mourir sans que justice soit faite? Non, ça m'a hanté tous les jours. Mais je ne peux pas changer le passé. Ce que je peux faire, c'est éviter que maman ne meure en prison. Et qu'attends-tu de moi? Que tu gardes le silence. En échange, nous te donnerons tout. Le domaine, les propriétés, l'argent, tout. Nous disparaîtrons. Je le regardais fixement. Pour la première fois, je voyais une peur authentique dans ses yeux. Et qu'est-ce qui me garantit que vous tiendrez parole? Tu peux nous faire signer un contrat, n'importe lequel. On te demande juste de ne pas dénoncer maman. Elle est âgée malade. Elle ne survivrait pas en prison. Et toi, tu survivrais. Cyprien déglutit. Je ferai ce qu'il faut. Je réfléchis. C'était tentant. J'obtiendrais tout ce que je voulais sans passer par un long procès judiciaire. Mais cela signifiait laisser un meurtre impuni. J'ai besoin de temps pour y réfléchir.
On n'a pas beaucoup de temps. Maman est très faible. Cyprien se leva vaincu. Sur le pas de la porte, il se retourna. Amicie, je suis désolée pour l'autre soir. Je n'aurais pas dû laisser ma mère t'humilier. Ce n'est pas ta mère qui m'a humilié, Cyprien. C'est ton frère, et vous tous, avec votre silence. Une fois seul, j'appelais Fabrice. Les Vérac m'ont proposé un marché. Ils me donnent tout en échange de mon silence. Que ferais-tu à ma place? Fabrice resta silencieux. Légalement accepté t'expose à un délit de recel ou de non-dénonciation, mais moralement c'est ta décision. Moi je chercherai la justice. Mais c'est ta vie. Le téléphone sonna de nouveau. L'hôpital. Madame Chapuis, Madame Vérac, a fait une rechute. Son état est critique. Elle ne passera peu, être pas la nuit. Voulez-vous venir lui faire vos adieux? Je regardais l'heure. 20h01. J'arrive. À l'hôpital, je trouvais Thibaut assis dans le couloir, la tête entre les mains. Elle est très grave, dit-il. Cyprien était à l'intérieur. Je m'assis à côté de Thibaut. Amicie, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai besoin de savoir une chose. M'as-tu déjà aimé? Vraiment? Je t'ai aimé. Je t'ai aimé quand tu m'as promis un amour éternel. Je t'ai aimé quand je croyais que nous formions une équipe. Et maintenant, je ne ressens plus que de la pitié. Pitié pour l'homme que tu aurais pu être et que tu n'es pas. Pitié pour le lâche qui se cache derrière sa mère. Thibaut hocha lentement la tête. La porte de la chambre s'ouvrit sur Cyprien en larmes. « Elle veut te voir, me dit-il. Seulement toi. » J'entrai. Geneviève était pâle comme la cire. « Amicie, murmura-t-elle. Approche. J'ai besoin de me confesser avant de mourir. La nuit où Gauthier est mort. Ce n'était pas un accident. Mais ce n'était pas comme tu le crois. Je ne voulais pas le tuer. Il a découvert pour les comptes offshore, il voulait nous déshériter, nous dénoncer. Dans la bousculade, il a perdu l'équilibre. Cyprien est arrivé. Il a paniqué. C'était son idée de feindre l'accident. Je voulais seulement protéger mes fils. Elle toussa. Les machines s'emballèrent. « Amicie, je te demande de ne pas punir Thibaut pour mes péchés. » Il ne savait rien. C'était un enfant gâté. Mais il n'est pas mauvais, juste faible. C'est moi qui l'ai rendu faible. Pourquoi me faites-vous venir? Pour te demander pardon. Pour te demander de prendre soin de Thibaut et de Cyprien. Ce sont mes fils. Vos fils sont des lâches et des voleurs. Comme vous. Geneviève eut un faible sourire. Tu es dur comme Gauthier. C'est pour ça qu'il t'aimait tant. Il disait toujours que tu étais la fille que nous n'avions jamais eue. Promets-moi de ne pas détruire Thibaut. Je ne promets rien, mais s'il prouve qu'il peut changer, j'envisagerai peu être de ne pas le ruiner complètement. Elle serra ma main avec une force inespérée. Merci, Amicie. Tu le fais pour Gauthier. Elle ferma les yeux. Les alarmes retentirent. Les médecins entrèrent en courant. Mais il était trop tard. Geneviève Vérac était morte. Je sortis dans le couloir. Je suis désolée. Ils n'ont pas pu la sauver. Cyprien éclata en sanglots. Thibaut resta de marbre. Elle t'a dit quelque chose, demanda-t-il. Elle m'a dit la vérité sur ton père. Sur tout. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? L'enterrer avec elle. Ta mère a déjà payé pour ses crimes, et le domaine est à moi. Ton père voulait qu'il soit à moi, et je vais honorer sa volonté. Je me retournai et marchai vers l'ascenseur. La guerre était terminée, mais la paix ne faisait que commencer. 3 semaines plus tard, le monde des Vérac s'effondra complètement. Les funérailles eurent lieu à l'église Saint-Rémy en Champagne. J'y assistais de loin. Fabrice avait fait en sorte que le testament manuscrit de Gauthier, bien qu'incomplet, serve d'arme, avec le témoignage enregistré de Gilles, pour forcer Cyprien à un accord à l'amiable. Cyprien renonça à tout droit sur le domaine et s'exila volontairement à Cannes avec une modeste rente mensuelle. En échange, je ne portais pas plainte pour la mort de Gauthier. Thibaut accepta le divorce sans condition. Il signa les papiers sans un mot, demandant juste à garder le chien. Le premier jour où j'entrai au domaine en tant qu'unique propriétaire, je convoquai les 60 employés. « Bonjour », commençai-je d'une voix ferme.
Je suis Amici Chapuis, la nouvelle propriétaire du domaine Vérac. Je ne suis pas là pour me venger, mais pour construire. J'ai récupéré le contrat avec la Chine. Marcellin, le plus vieux viticulteur, demanda « Vous allez nous renvoyer ?» Au contraire, j'ai besoin de vous tous. Mais nous travaillerons ensemble avec des primes de productivité. Appelez-moi Amici. Nous sommes une équipe. Des applaudissements prudents mais réels éclatèrent. Au cours des semaines suivantes, je travaillais 14 heures par jour. Monsieur Sangwei vint visiter le domaine. Impressionné par le respect que me portaient les employés, il signa le contrat le lendemain. Nous célébrâmes cela avec un grand cru du domaine millésime 2015. Le lendemain, l'inspecteur Lemaire de la DGFiP me contacta. Il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale contre Cyprien, risquant la prison. Thibault, lui, n'était pas impliqué. Cyprien m'appela de Cannes furieux. « Tu vas m'envoyer en prison. Tu es une chienne. Adieu, Cyprien. » 6 mois plus tard, le nom d'Amici Chapuis résonnait dans toute l'Europe. Le Figaro me consacra un article intitulé « La reine du champagne ». Mais rien de cela n'avait d'importance comparé à ce que je tenais dans mes bras ce matin de décembre. Ma fille Victoire était née le 3 décembre. Je l'avais appelée ainsi car c'était ce que j'avais obtenu, une victoire totale et absolue. Le lendemain, Thibault vint à l'hôpital avec un bouquet de fleurs, l'air timide. « Elle est magnifique », dit-il en regardant Victoire. Il sortit une lettre de sa poche. C'est la lettre que mon père a écrite à ma mère avant de mourir. Je l'ai trouvée en vidant le domaine. Tu devrais la lire. La lettre disait « Geneviève, j'ai tout découvert. Mes fils sont des étrangers pour moi. Thibault est un lâche. Cyprien est un voleur. La seule personne décente, c'est Amici. C'est la fille que nous n'avons jamais eue et je lui laisse tout. Je suis désolé, Amici, dit Thibault. Désolé d'avoir été le lâche que mon père décrit. J'ai commencé une thérapie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Prends soin de la petite. » Il sortit doucement. 3 mois 3 mois plus tard, Victoire et moi emménageâmes définitivement dans le domaine rénové en Champagne. C'était ma maison, mon bureau. Le domaine avait doublé ses bénéfices. Par un après-midi de printemps, pendant que Victoire jouait dans le jardin, Fabrice m'appela. Cyprien allait faire de la prison et Thibault avait monté un petit domaine en Bourgogne. « Tu leur as pardonné ?» me demanda Fabrice. Je n'ai pas pardonné. J'ai simplement appris à vivre sans eux. J'ai lâché prise. Je regardais Victoire. « Tu es libre, petite. Libre de faire ce que tu veux, d'aimer qui tu veux. Et personne n'aura jamais le droit de te rabaisser. » Le soleil se couchait sur les vignes, teintant le ciel de rouge et d'orange. La vraie victoire n'était pas d'avoir détruit les Vérac. C'était d'avoir construit une vie où plus personne ne pourrait jamais m'humilier. 3 valises, une gifle. 28 minutes pour les faire s'effondrer. Et toute une vie pour me relever.